Oumar Gueye, candidat à sa propre succession à Sangalkam. Vous savez, Oumar Gueye et Sangalkam, c'est une histoire très ancienne. J'aime toujours dire, moi, quand je voyage à l'extérieur du pays, à l'étranger, dès que j'arrive, on me dit « Ah, Oumar Gueye, Sangalkam ». Mon nom est très lié à Sangalkam. Ouais. Ça, c'est depuis très longtemps, d'ailleurs. Ouais. Chaque fois que je fais une liste à Sangalkam, dans la commune ou l'ex-communauté rurale, je gagnais, que je sois dans la majorité ou dans l'opposition. Donc, il y a un lien très important. Le moment venu, j'aviserai. Nous n'en sommes pas encore là. Pour le moment, je suis maire de cette commune et j'aime bien cette élection de maire de Sangalkam que j'exerce avec mon conseil municipal, mon bureau municipal. Oui. Et nous avons réalisé énormément de choses dans cette zone-là. Et surtout avec l'arrivée du président Macky Sall, la zone a complètement changé. Oui. Et bon, pour le moment venu, vous savez, oui, nous sommes quand même dans un parti et une coalition. C'est le parti et la coalition qui va désigner, qui va, en fonction de plusieurs données, qui sera candidat à telle localité. Parce que, n'oublions pas que nous allons aussi vers une révision qui fera en sorte que c'est la tête de liste maintenant qui sera maire. Le maire sera élu directement. Donc, le parti aura son mot à dire. Le président de la République aura son mot à dire sur le choix des différents maires qui seront tête de liste. Avez-vous envie de continuer ou de vous arrêter? Quelle que soit la forme, moi, à Sangalkam, je continuerai toujours à travailler pour Sangalkam. Toujours, depuis très longtemps. Je l'avais fait avant d'être maire. Oui. Je le ferai quand je serai plus maire. Mais de toute façon, un jour viendra où moi, je ne serai plus maire de Sangalkam. Ce n'est pas des choses qu'on a ad vitam aeternam, ou même à un moment donné, de toute façon, on n'est plus maire, hein, ça c'est certain. Cher Thiam, qui vous pose la question suivante, depuis l'acte 3, qu'est-ce qui a vraiment changé au niveau des collectivités locales et du vécu des populations administrées? Y a-t-il une évaluation avec quels résultats? Alors, depuis l'acte 3, beaucoup de choses se sont passées dans les collectivités et en bien. Je donne un exemple sur les dotations des collectivités territoriales. En 2012, le fonds de dotation des collectivités territoriales était de 16 milliards. En 2020, ces dotations étaient de l'ordre de 25 milliards. En 2012, le fonds d'équipement des collectivités territoriales était de 12 milliards 500. Et en 2020, ces fonds sont de presque 30 milliards. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, le fonds de dotation est passé de 25 milliards à presque 27 milliards et le fonds d'équipement est passé de 30 milliards à presque 32-33 milliards. Donc, il y a eu une progression importante des ressources de l'État vers les collectivités. Ça, c'est un. Sans compter la contribution économique locale, sans compter le PACASEN, 130 milliards pour 123 communes qui ne l'avaient pas avant l'acte 3, oui, sans compter les ristournes, ce qu'il est convenu d'appeler le fonds minier, etc. Donc, du point de vue transfert de l'État vers les collectivités, entre 2012 et maintenant, ça a été multiplié par 2, voire même 3. Ensuite, l'égale dignité des collectivités territoriales. Parce qu'avant, il y avait des communes et des communautés rurales. Mais qui n'étaient pas à la même enseigne, qui n'étaient pas logés à la même enseigne. Par exemple, le maire était officier principal de l'état civil. Le président du conseil rural, non. Officier secondaire, c'était le sous-préfet qui était l'officier principal. L'acte 3 a réglé cette question. Tous les maires qui soient issus d'une zone rurale urbaine sont des officiers principaux d'état civil. Ensuite, la fonction publique locale, qui est aussi un pendant de l'acte 3 de la décentralisation. Le constat de Cheikh Thiam, c'est que la pauvreté est toujours là. Est-ce que les communes telles qu'elles sont constituées sont performantes pour dérouler des politiques économiques, sociales et culturelles viables? Vous savez, une commune est un démembrement de l'État. La notion de développement d'une commune ne peut pas se mesurer à l'aune de ce que fait la commune, tout simplement. Il faut y ajouter ce que l'État central fait. Vous savez, les programmes d'équité territoriale, le PUDC, le PUMA, Promoville, mais tous ces programmes-là que l'État fait, mais l'État les fait où? Dans les communes. Le programme des 50 000 lampadaires, parce que je vois beaucoup de maires, nous-mêmes nous en avons bénéficié. Quand je vais à Sangalkam, on me dit,
Mais monsieur le maire, nous sommes contents, nous vous remercions. Je dis remercier le président Macky Sall. C'est son programme, les 50 000 lampadaires. Et aujourd'hui, il va ajouter 100 autres 1000 lampadaires. Mais tous ces programmes-là qu'il fait, il les fait sur un territoire, dans une commune. Maintenant, il faut y ajouter ce que les communes font directement, en fonction aussi de leur budget. Un programme de lampadaires confié quand même à une société française. Mais vous savez... Est-ce qu'on n'aurait pas dû confier ce marché de 50 milliards au moins à des sociétés sénégalaises qui peuvent faire le job? Vous savez, que feraient ces sociétés? Les installer. Parce qu'on ne construit pas de lampadaires solaires ici au Sénégal, à ce que je sache. Ni les lampadaires, ni les lanternes, ni les cellules photovoltaïques, etc. Il faudrait que nous puissions... Vous le dites quand même, nous devons dépasser... 8 ans après l'arrivée au pouvoir du président Macky Sall et 60 ans après l'indépendance du Sénégal. 8 ans le Sénégal après... existait même bien avant la colonisation. 8 ans après l'arrivée du président Macky Sall, en 2012, nous n'avions que 500 mégawatts de production d'énergie. Actuellement, nous avons plus de 1300 mégawatts de production. Vous savez les urgences qu'il fallait régler pour le président Macky Sall, et qui sont des urgences où aucun pays ne peut faire l'économie. C'est quoi? C'est l'énergie et les infrastructures. Lorsque le président Macky Sall est arrivé au pouvoir, 500 mégawatts, vous vous rappelez quand même des émettes d'électricité. L'urgence pour le président Macky Sall, c'était d'assurer une autosuffisance en énergie, ce qui est le cas à l'heure actuelle. Plus de 1300 mégawatts. En 2012, 24% seulement de nos villages étaient électrifiés. À l'heure actuelle, nous avons presque 60% d'électrification rurale. En 2012, nous n'avions que 32 km d'autoroute. Actuellement, nous avons plus de 225 km d'autoroute, etc. Sans compter les programmes d'équité comme les bourses de sécurité familiale, la carte d'égalité des chances, la couverture maladie universelle. Mais tout ça... sur un temps très court de 8 ans, pouvoir engager autant de projets sans compter le problème de la mobilité urbaine. Le TER, le BRT, sans compter les infrastructures portuaires, aéroportuaires. Et vous prenez comme élément simplement des lampadaires qu'on installe. On était sur le sujet des lampadaires. Je dis, tous ces efforts-là, est-ce qu'ils ne doivent pas s'accompagner du développement également des entreprises locales? Mais bien sûr, mais vous savez que le président Macky Sall, dans le PAP 2, je vous invite sur le PAP 2, le programme d'action prioritaire ajusté et accéléré, 39% des investissements attendus sur le PAP 2, mais c'est pour le privé national et le privé international. Vous savez, nous sommes dans un monde ouvert. Certains investissements ne peuvent être faits que par le privé. C'est pour ça qu'on leur a réservé 39% du PAP 2A. Il y a de la place, il y a de la matière, il y a l'initiative. Le privé peut avoir aussi l'initiative de dire... se retrouver et monter des unités d'installation de lampadaires. Très bien. Il y a deux autres gros thèmes qui nous restent dans cette émission, monsieur le ministre. Vous permettez, l'aménagement du territoire, c'est quand même un pan important de votre département. Vous avez même commencé des tournées de communication, de vulgarisation du programme national de l'aménagement du territoire qui a été adopté. Quelles sont, mais très rapidement, les grandes lignes de ce programme national d'aménagement du territoire, et qu'est-ce qui va changer? Ce qui va changer, c'est très important. C'est qu'un pays ne peut pas se développer s'il n'aménage pas son territoire. Nous avons le plan Sénégal émergent, mais sa déclinaison spatiale, c'est le PNADT, le plan national d'aménagement développement des territoires. Plan et non programme. Toutes mes excuses. Plan. Donc, à partir de ce moment, on est parti d'un constat, parce qu'en vérité, le Sénégal n'a jamais eu un plan cohérent d'aménagement de son territoire. On est parti d'un constat que le Sénégal se développe simplement sur l'axe Saint-Louis, Thiès, Mbour, et on descend un peu vers Ziguinchor. Le tiers ouest se développe. Les deux tiers ouest ne se développent pas. Pourquoi? Parce que simplement, on ne s'est pas occupé de l'aménagement du territoire. Pourquoi Dakar, aujourd'hui, on souffre? 0,3% de la superficie et 25% quasiment de la population. Tout le monde vient à Dakar. Pourquoi tout le monde vient à Dakar? Parce que pour se soigner, il faut venir à Dakar. Pour étudier, il faut venir à Dakar. Pour trouver du travail, c'est Dakar. 80% de notre économie se trouve à Dakar. De ce point de vue-là, le président Macky Sall veut une inversion. On planifie le pays, on l'organise avec des zones d'affectation. Toutes les zones ont des identités remarquables en fonction de leurs propres ressources. C'est ce que vous appelez pôle territoire.
Non, le pôle territoire, c'est autre chose. Par exemple, vous allez en Casamance, les régions de Ziguinchor, de Sédhiou, Kolda, constituent le pôle territoire Casamance. Mais c'est ce qu'on appelle les métropoles d'équilibre. Dakar est une métropole internationale. On en a 10 métropoles d'équilibre, dont Saint-Louis, dont Thiès, dont Mbour, dont Touba, Ziguinchor, Kolda, Kédougou, Matam, etc. Ces métropoles d'équilibre, le président Macky Sall a dit on va faire des investissements qui s'approchent de ce que Dakar a, pour que les populations alentours puissent rester dans leur zone. Pour étudier, elles vont rester. Pour se soigner, elles vont rester. Pour trouver du travail, elles vont rester, avec le développement des agropoles qui vont valoriser nos productions. Parce que l'aménagement du territoire, c'est aussi la valorisation de ce que nous produisons, que nous ne puissions plus exporter. Il y a quelqu'un qui donne un exemple. Vous savez, les cure-dents. Quand vous mangez là, vous avez envie d'enlever les... Mais nous les importons. Pourtant, le bois, c'est 14 000 km de voyage. On fabrique ces cure-dents, 14 000 km de voyage, pour revenir ici, et nous, on les achète ici. Nous pouvons les faire. Les cotons-tiges. C'est ce que je disais tout à l'heure des lampadaires. Oui. Les cotons-tiges. Oui. Prenez des cotons-tiges. On n'en fabrique pratiquement pas. Pourtant, nous avons du coton. Oui. Les babouches là que nous mettons là, 90%, on les... Et tout cela, on pourra le fabriquer, ça, mais suivant quel horizon et quel est le coût de ce plan? L'horizon, c'est 2035. Nous sommes en train d'implémenter le plan. Pour avoir du cure-dent. Non. Disons, c'est dans cet espace. Non, c'est dans cet espace-là, temporel, que nous mettrons. On n'a pas dit on attend jusqu'à 2035. C'est-à-dire l'horizon de la planification, c'est 2035. Mais nous mettrons une cohérence. Ensuite, tous les grands projets qui vont se faire d'ici 5-15 ans, nous allons faire de la réservation foncière pour éviter de payer des impenses. Le coût de ce qu'on appelle le visa de localisation. Le coût de ce plan. Alors, ce plan, il y a une loi qui va être votée à l'Assemblée nationale, la LOADT, qui est passée déjà en Conseil des ministres et qui va bientôt passer à l'Assemblée nationale. Et il y aura ce qu'on appelle un fonds d'impulsion à l'aménagement du territoire. Une fois que la loi est votée, le décret d'application, les décrets vont être pris, et à partir de ce moment, le montant nécessaire maintenant pour la mise en œuvre de ce plan, du point de vue appui, va se mettre en place. Deuxième vague de Covid, on peut le confirmer au Sénégal, elle est là, cette deuxième vague, parce que lors de votre face-à-face avec le gouvernement, quand le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, a dit la deuxième vague est là, vous, porte-parole, vous avez semblé un peu nuancé. Non, pas du tout. Ça ne s'est pas passé comme ça. Elle est là, cette deuxième vague. D'abord, je précise, il ne peut pas y avoir de dissonance dans un gouvernement. C'est impossible. Moi, ce que j'ai dit, avant que le ministre ne prenne la parole, j'ai dit, au moment où nous parlons, nous ne sommes pas à l'abri. Les mots ont leur sens d'une deuxième vague. Le ministre de la Santé est venu en disant, on peut considérer maintenant que nous sommes au niveau de la deuxième vague. Donc, il n'y a pas de dissonance. Nous sommes sur la deuxième vague. Tout à fait, sans équivoque. Et c'est la raison pour laquelle nous devons continuer à prendre les mesures barrières, les masques, les gants, les gels, la distanciation, et éviter en tant que se peut les grands rassemblements. Je pense que ça, c'est également important. D'où la préoccupation des acteurs sportifs et culturels. La Fédération sénégalaise de football, par la voix de son président, a dit il faut permettre quand même que les matchs de football puissent se jouer comme cela se passe ailleurs. Est-ce que exception sera faite de cela? Est-ce que exception sera faite également en faveur des acteurs culturels en plein mois de décembre pour certains rassemblements? Vous savez, le président de la République a dit, si vous écoutez le dernier communiqué du Conseil des ministres, qu'il va très prochainement présider le comité de gestion de la pandémie, le comité national de gestion de l'épidémie. Et vous savez, le président de la République, avant de prendre une mesure, s'entoure toujours de l'expertise des sachants, des professionnels de la santé. Il l'a toujours fait, c'est ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a eu beaucoup de succès sur la gestion de cette pandémie-là. Évidemment, le président Macky Sall, réunissant ce comité, très bientôt, il l'a dit, va en tirer toutes les conséquences et va dire ce qu'il y a lieu de faire in fine. Mais en attendant, il y a des mesures urgentes à prendre. Ce sont ces mesures que le ministre de l'Intérieur a pris un arrêté. Il faudrait respecter cet arrêté-là. Et ensuite, le ministre de la Santé également l'a dit sur les gestes barrières et sur le fait qu'il est nécessaire absolument à tout un chacun de faire en sorte
de protéger son vis-à-vis. Moi, quand je mets un masque, je vous protège. Quand vous mettez votre masque, vous me protégez. Interdiction de rassemblement, cela reste valable aussi bien pour le sport que pour la culture. Nous en tenons à ce qui a été dit officiellement par les ministères sectoriels. Et je vous dis que le président Macky Sall va réunir très prochainement le comité national de gestion de l'épidémie, de la pandémie. Et puis, il y a aussi dans le domaine scolaire les vacances qui ont été décalées. Il n'y aura pas de fête de Noël, mais plutôt fin janvier, début février 2021. Il n'y aura pas de fête de Pâques non plus, qui auront lieu fin avril, début mai. Et puis, l'année scolaire va se terminer le 14 août 2021. Des mesures fortes quand même. Oui, des mesures fortes. Vous savez, cette pandémie-là nécessite des ajustements, des réajustements pour faire en sorte que notre système éducatif, qui est très important pour notre économie, puisse se poursuivre, mais en tenant compte d'un certain nombre d'aléas et d'aspects. C'est la raison pour laquelle le président Macky Sall prend ces mesures-là pour pouvoir assurer une bonne année scolaire pour l'ensemble de nos apprenants. Oui, tenir compte aussi de ces mesures. Il y aura forcément des mesures d'accompagnement. C'est tout à fait nouveau. Les fêtes de Noël, cela a toujours existé. Les fêtes de Pâques à des dates précises. Vous savez, à l'heure actuelle, je pense que la préoccupation essentielle, c'est vraiment comment s'en sortir pour cette pandémie. L'esprit de fête, nous pouvons l'avoir, mais le contexte quand même est très particulier au niveau mondial et même au niveau africain, et même chez nous. Nous sommes présents à l'Assemblée nationale, d'où la vigilance aussi, l'observance des règles de la part des autorités politiques aussi. Tout le monde doit être vigilant. Hein. La pandémie n'a pas ne reconnaît pas un ministre ou un député ou autre. Non, cette pandémie, elle est là. Il faut que nous soyons tous vigilants. Et nous souhaitons un bon rétablissement pour ceux qui sont aujourd'hui malades de cette Covid-19. Dernière chose, monsieur le porte-parole du gouvernement, rapport de l'ARMP et indice de corruption avec le Sénégal qui est toujours dans la zone rouge. On a également dernièrement parlé des rapports de l'IGE, de l'OFNAC, de la Cour des comptes qui épinglent des autorités contractantes. La gestion sobre et vertueuse n'est-elle pas mise à mal? Non, la gestion sobre et vertueuse est toujours une priorité et une préoccupation pour le président Macky Sall et son gouvernement. Vous savez, quelquefois on utilise des vocabulaires un peu épinglés. C'est-à-dire nous avons quand même quelque chose qu'il faudrait revoir dans nos... quand on regarde toute la chaîne de valeur, toute la chaîne de passation de marché, etc. Savez-vous que les passations de marché, on doit les publier dans le portail de la DCMP ou plus tard le 1er décembre. Si quelqu'un le fait le 2 décembre, on va dire cette entité est épinglée 2 décembre. Et quel que soit le niveau où on se situe, il faut bien creuser et voir avant d'accuser, avant de traîner en bout des institutions ou des... Il faudrait quand même regarder un peu au fond qu'est-ce qu'on pourrait reprocher. Ensuite, deuxième chose, ces rapports doivent être aussi didactiques. C'est-à-dire ces rapports doivent être utilisés aussi par les entités pour pouvoir s'améliorer et éviter certaines erreurs qui peuvent se passer mais quand des dans fautes les de gestion ou des situations même parfois de détournement. On ne peut pas parler simplement d'épingler Massamba. Tout le monde n'est pas épinglé, monsieur Lys, mais quand on parle de faute de gestion ou parfois de détournement, est-ce qu'il ne devrait pas y avoir de poursuites judiciaires? Là, il faut laisser les textes. Vous savez, le Sénégal est très organisé du point de vue législatif, réglementaire, judiciaire. Là, il faut laisser aux entités toutes leurs responsabilités par rapport à cela. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Mais moi, je voudrais simplement dire qu'il ne faut pas jeter en pâture tout le monde. Quand quelqu'un maintenant fait une faute effectivement reconnue, c'est une faute, la personne doit assumer. Et ce qui doit être fait, ça, il n'y a pas de problème. Le gouvernement n'a jamais dit... Je ne le dis pas. Si c'est à lui, je dis simplement même si les maîtres que chacun fasse son travail, c'est tout. Mais je vous ai donné l'exemple de cette 1er décembre et 2 décembre où on parle épinglé parce qu'il n'est pas simplement
envoyé à la DCMP. Par exemple, je donne cet exemple-là. S'il l'envoie le 2, oui, il aurait dû le faire le 1er, mais il l'a fait le 2. Mais si le 1er est un dimanche ou un samedi, il le fait le 2, on dit non, il est épinglé. Non, il faut qu'on regarde tout ça. Mais moi, je considère que ces rapports-là sont importants et il faut en tenir compte pour que les choses s'améliorent davantage. Merci Oumar Gueye, ministre des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires, porte-parole du gouvernement. Vous êtes membre du secrétariat exécutif du parti présidentiel APR et maire de Sangalkam.